Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. L'Espagne, championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. 16 ans après le titre acquis en Afrique du Sud, les Espagnols se sont imposés ce soir dans le New Jersey au MetLife Stadium face à l'Argentine. Au bout de la prolongation, les Espagnols donc sacrés pour la deuxième fois de leur histoire. L'Argentine qui rêvait de conserver sa couronne, ce que seul le Brésil avait réussi à faire entre 58 et 62, c'est raté. Les Argentins battus donc en finale. Il n'y aura pas eu de remontada comme ça a pu être le cas. Véritable miraculé ces Argentins dans cette Coupe du Monde. L'Espagne donc qui est récompensée. On va prendre tout de suite la direction de l'Espagne justement où nous attend Maud Petit-Jovet, notre correspondante à Madrid. Quelle est l'ambiance autour de vous? On imagine que ça y est, ils ont pu exploser parce que ça a été long à se dessiner cette victoire, Maud. Exactement, j'imagine que vous l'entendez, tous les supporters sont en train de sortir des bars et ils sont tous très heureux bien sûr. L'Espagne est la grande gagnante de cette Coupe du Monde 2026 grâce au but de Ferran. 1-0 pour l'Espagne, c'est arrivé un peu tard, vous l'avez dit, aux prolongations seulement, mais l'Espagne a été ultra défensive pendant tout le long du match. Il y a eu d'abord Lamine Yamal avec plusieurs essais, Cucurella qui lui aussi a presque mis un but, Unai Simon qui a résisté comme il l'a toujours fait depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est le premier mondial que disputaient ces deux pays, Espagne et Argentine, l'un contre l'autre. Et l'Espagne a vaincu. Aujourd'hui, ce soir, c'est une grande joie dans les rues de Madrid, bien sûr, puisqu'ils ont gagné la deuxième étoile. Ils l'attendaient depuis 16 ans maintenant. C'était en 2010, la dernière fois que l'Espagne avait été couronnée de cette victoire de la Coupe du Monde. Maud, c'est donc le titre, cette deuxième étoile qui est désormais sur le maillot de l'Aurora. Ces Espagnols qui réalisent le doublé finalement parce qu'ils sont champions d'Europe en titre et donc vainqueurs de la Coupe du Monde désormais. Exactement, c'est une joie supplémentaire. Ils ont fait comme ils l'avaient fait en 2008. 2008, ils gagnent le championnat d'Europe. En 2010, ils remportent la Coupe du Monde. Ils espéraient réaliser à nouveau ce doublé euro-mondial et c'est ce qu'ils réussissent à faire ce soir. Alors, bien sûr, ils sont tous très heureux. Le parcours espagnol pendant cette Coupe du Monde a été brillant. Il y a eu notamment le fait que l'Espagne a été la dernière équipe à avoir encaissé un but pendant cette Coupe du Monde. C'était pendant les quarts contre les Belges. L'Espagne est invaincue depuis 38 matchs maintenant. La dernière fois qu'elle a subi une défaite, c'était en mars 2024 face à la Colombie, 1-0. Alors bien sûr, tous les fans sont de sortie pour pouvoir exprimer leur joie ce soir et ça va durer toute la nuit. Ça va durer toute la nuit et l'Espagne qui va rentrer sans doute très très vite au pays, qui était soutenu notamment par la famille royale qui avait fait le déplacement et puis d'anciennes gloires de cette équipe espagnole. On a vu dans les travées de ce MetLife Stadium Carles Puyol, Sergio Ramos notamment, Carlos Alcaraz également, l'une des figures du sport espagnol. Merci Maud Petit-Jovet, on essaiera de revenir vers vous. Si vous avez des supporters espagnols qui parlent français, n'hésitez pas à les prendre au micro. Merci à vous Maud. Je suis accompagné en plateau de nos consultants pendant toute la durée de cette Coupe du Monde. Hervé Kouamouo, bonsoir également, c'est Damda. On attend Xavier Barret qui est chez nos confrères de RFI pour ne rien vous cacher et qui commentait la rencontre. Il va nous rejoindre en plateau. Victoire qui a été longue à se dessiner, Saïd, mais victoire méritée. Le football a gagné. Ouais. Je le disais en préambule. C'est une manière de jouer au football, ce qu'a fait l'Argentine aussi ce soir. Oui, c'est une manière comme une autre, mais disons que le beau football, on va reformuler, le beau football a gagné. En préambule du match, je disais que l'Espagne allait dicter la rencontre. Là, c'est une dictée sans faute. On avait à peu près l'impression que c'était la ceinture noire contre la ceinture blanche. Ce soir, il n'y a vraiment pas match. On peut voir les statistiques, peut-être qu'on les sortira dans quelques instants, mais avant la 115e minute, l'Argentine n'avait quasiment pas tiré au but. Après, il est vrai que le carton rouge d'Enzo Fernandez a considérablement... pour l'ensemble de son œuvre. Pour l'ensemble de son œuvre, a considérablement rendu la tâche difficile à cette Argentine-là, mais c'est un carton rouge qui est totalement justifié pour deux fautes totalement inutiles. C'est même pas des fautes tactiques, c'est vraiment des fautes d'anti-jeu. Elle pénalise son équipe. Ce soir. Elle pénalise totalement son équipe. Moi, je pense que lui, il va faire plus de cauchemars que les autres. Parce Regardez que sur une finale... Ces images en Espagne, c'est absolument incroyable. De ces fans qui vont célébrer évidemment toute la nuit
gagner ce deuxième titre, cette deuxième étoile, et qui seront sans doute dans les rues de Madrid pour accueillir ces héros de la sélection espagnole. Continue, poursuivez. La logique a été respectée tout simplement quand on regarde comment l'Espagne est arrivée jusqu'en finale, à dominer l'équipe de France, à dominer le Portugal, et quand on voit l'Argentine en parallèle qui a galéré contre le Cap-Vert, qui a galéré contre l'Égypte, qui a galéré contre la Suisse. C'est le L'Égypte. L'Égypte, la Suisse. Au final, on se retrouve juste avec un résultat logique. Je pense que ce soir, même les Argentins ne sont pas satisfaits de la prestation de l'Argentine. Là où l'Espagne a été très forte, et on le disait, c'est qu'ils ont été capables de maîtriser le ballon pendant toute la rencontre. Donc ça veut dire qu'ils ont défendu avec le ballon au milieu de terrain. Ils n'ont quasiment jamais fait bloc bas. Ils ont fait bloc bas sur les 5 dernières minutes. Et on a vu qu'ils étaient en danger parce que l'Argentine reste une spécialiste dans le domaine. Mais ça n'a pas suffi. Donc victoire amplement méritée. D'ailleurs, très beau coup tactique du côté de l'Espagne, puisque c'est Nico Williams qui fait la remise pour Ferran Torres. Tous deux rentrés en cours de jeu. Absolument. Donc, Luis de la Fuente a réussi son coup. Et je pense que l'Espagne, aujourd'hui, est un champion du monde respectable, respecté et qui ne fait aucun débat. L'initiative du jeu, l'Argentine, clairement, n'avait pas les moyens, les clés pour prendre les clés du jeu, justement. Non, oui, on s'y attendait à ce que ce soit l'Espagne qui ait le ballon, mais je m'attendais vraiment pas dans ces proportions. Voilà, que ce soit une aussi faible Argentine avec le ballon, parce que encore en première mi-temps, ils avaient souvent le ballon même dans leur camp, mais vraiment en deuxième mi-temps, ils ont laissé l'initiative du jeu à l'Espagne. Une statistique quand même, Hervé, pas un ballon touché par les Argentins dans la surface espagnole au cours des 45 premières minutes. Oui, c'est vrai. Mais ça se voyait en fait en réalité. Tout à l'heure, Saïd a dit le beau football a gagné. Non, le football a gagné parce que en réalité. Alors, j'avais dit le football a gagné. Oui, parce que quand on ne tire pas, enfin, le but du football quand même, c'est de mettre un but. Donc en fait, quand on est jamais en position de mettre un but en 90 minutes. Les expected goals, c'était à 0 jusque pendant les prolongations. C'était évident que l'Argentine n'y était pas. Effectivement, on a coupé Messi du jeu, donc c'était très difficile de le toucher. Je crois que c'est son plus faible total de ballons touchés durant le mondial. Donc, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une belle réponse, c'est un beau... Pour moi, cette équipe d'Espagne me plaît parce que c'est un collectif. Et le fait que ce soit même Ferran Torres qui sort du banc, qui est souvent sur le banc à Barcelone, c'est pas une star en fait qui inscrit un but. Ça va à l'encontre de ce que devient le foot aujourd'hui, un sport très basé sur des individualités. Et je trouve que ça fait quand même... Ça fait plaisir de voir qu'encore aujourd'hui, on peut avoir une équipe... Enfin, la seule individualité... réellement connue qui ressort, qui émerge de cette équipe d'Espagne et qui parle au plus grand nombre, c'est Lamine Yamal. Sinon, l'Espagne, quand on la cite, quand on parle d'elle, on parle du collectif, on parle de l'équipe. Oui, et je trouve que Lamine Yamal, on parle souvent de ses exploits offensifs, mais à l'image de son tournoi, je trouve qu'aujourd'hui, il a été teigneux sur le plan défensif. Il a vraiment aidé. Il y a même un ballon où ils ont failli se battre. Une fois, il a donné le ballon à l'adversaire pour jouer rapidement parce que, en fait, il rentre pleinement dans le projet collectif. Il a changé. Il y a 2 ans, c'était vraiment une individualité qui bonifiait l'ensemble. Mais là, vraiment, il rentre totalement dans le collectif. Il est connecté aux autres et je trouve que, oui, on le connaît parce qu'effectivement, il est capable de faire une différence individuelle, mais lui aussi rentre clairement dans un projet collectif. Et on va retrouver tout de suite à New York Cédric Ferreira, l'un de nos envoyés spéciaux pendant toute la durée de cette Coupe du Monde. Ce qu'on se disait avec Saïd et Hervé, Cédric, c'est que cette victoire tout simplement espagnole, elle est amplement méritée étant donné la physionomie de la rencontre. Effectivement, comme on s'y attendait, les Espagnols ont maîtrisé l'ensemble de cette rencontre dans des proportions encore jamais vues du côté de l'Argentine. Une seule frappe durant tout le match, celle de Lionel Messi en prolongation, 0 cadré. La possession du ballon, évidemment, on s'en doutait, serait du côté espagnol, mais vraiment c'est la manière dont les Espagnols ont étouffé totalement cette équipe argentine. Alors en plus, les Argentins ont été réduits à 10 après le carton rouge d'Enzo Fernandez en fin de rencontre. Yes, voilà, on a plein de Times Square, ça devait arriver. Je me demandais dans combien de temps ça allait arriver. Ça y est, elle est en train de chercher sa route, je crois, Cédric. La dame qui est avec moi, sûrement. Ouais, sûrement, elle n'a pas regardé le match avec moi. Elle est au courant que l'Espagne est championne du monde. Mais oui, madame, très bien, madame, c'est superbe. On part. Nuestro
talking about the World Cup, you know. Spain is world champion. Ok, d'accord. Bon, là, ça commence à dire des gros mots. Et en plus, je me fais bousculer. Bon, revenons au match. L'Espagne a totalement... Cédric, parce que ça se chauffe, il y a des tensions entre Argentins et Espagnols. Voilà. Cédric, on va revenir vers vous. Faites attention à vous, effectivement, à vous, l'équipe et bien sûr le matériel. Mettez-vous donc en sécurité. Vous êtes en direct depuis Times Square, en plein cœur de New York. Lionel Messi, donc, qui a été assez inexistant sur la rencontre. Ce dont on peut s'apercevoir et l'enseignement qu'on peut tirer de cette rencontre aussi, c'est qu'à aucun moment donné, l'Espagne n'a laissé respirer cette équipe argentine. L'Espagne les a asphyxiés. Étouffés. Littéralement, ils ont pris la seringue d'anesthésie, ils l'ont mise dès le début du match et c'était programmé pour 2 heures. Après, Lionel Messi, malheureusement, à lui tout seul, ne peut pas toujours faire le miracle. Il est aussi dépendant du collectif parce qu'effectivement, Lionel Messi, c'est le joueur qui va créer le décalage, qui va trouver la fenêtre de tir. Mais à un moment donné, il a aussi besoin de ses partenaires pour faire le sale boulot et ses partenaires n'ont pas réussi à faire correctement le sale boulot, c'est-à-dire aller récupérer les ballons et lui donner le ballon dans des bonnes conditions parce que le quadrillage du milieu de terrain espagnol était absolument exceptionnel. Le milieu de terrain avec Rodri, Fabián Ruiz et Dani Olmo, les 3 jouaient les yeux fermés et ça... l'Argentine n'a jamais réussi à trouver la clé ni la solution. L'impact physique. En fait, ils ont mis de l'impact physique, mais dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont fait cette faute et demie, cette demi-faute, où ils ont cassé le jeu, mais c'était pas productif. D'ailleurs, en première mi-temps, ils sont à 8 fautes avec seulement un carton jaune. Je pense qu'ils auraient mérité d'en prendre peut-être 2 ou 3, mais ça n'empêche que l'Argentine a été totalement à court d'idées et ça a empêché l'Argentine de pouvoir créer quelque chose. L'Espagne a été vraiment irréprochable de A à Z et c'est triste pour Lionel Messi parce qu'il va quitter la sélection sur une défaite et c'est vrai qu'à un moment donné on attend toujours de l'homme providentiel qu'il fasse la différence, mais il ne faut pas oublier qu'il avait été au cours du tournoi quand même. C'est que il a quand même 39 ans et à un moment donné il peut te sauver 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais il ne faut pas lui demander l'irréalisable. Et il faut rappeler aussi que l'Argentine jusqu'à présent, à part pour l'Angleterre en demi-finale, avait rencontré quand même des sélections qui étaient un cran, voire 2, 3 en dessous. Donc c'était quand même un peu plus simple pour Léo Messi de s'illustrer parce qu'il y avait beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'inexpérience, beaucoup moins de répondants techniques et tactiques. Contre l'Angleterre, le niveau s'était haussé, mais Lionel Messi avait quand même répondu présent, il faut le notifier. Par contre, là, je pense que le niveau était trop haut pour le Léo Messi de 39 ans d'aujourd'hui face à cette équipe d'Espagne. Je pense qu'il ne faut pas le blâmer parce qu'il a fait sa compétition, il a fait une compétition absolument exceptionnelle, mais aujourd'hui, c'était trop compliqué pour lui. Oui, mais aujourd'hui, cette équipe d'Espagne aurait été injouable pour l'Argentine d'aujourd'hui parce qu'en réalité, pour que Messi soit décisif, il faut qu'il soit dans le camp adverse. Et l'Argentine a rarement passé le milieu de terrain avec le ballon dans les pieds. Donc, ils se sont retrouvés dans une difficulté. C'est qu'ils ont toujours voulu densifier leurs 30 derniers mètres. Donc, ils repartaient de derrière, mais effectivement, ils n'arrivaient pas à passer le milieu de terrain. Donc, ça revenait et ils n'ont pas eu de longs moments de possession dans lesquels ils pourraient trouver Messi. Ensuite, Messi, une fois qu'on le trouve, il faut souvent qu'il y ait un joueur à l'opposé pour qu'il trouve sa diagonale ou alors qu'il combine à côté. Mais effectivement, il n'y avait pas de joueur offensif et le carton rouge n'a pas aidé parce que Alvarez a été obligé de devenir le 4e milieu de terrain. Donc ça fait que Messi n'avait même plus quand il touchait le ballon, un joueur à sa hauteur. Donc, dans l'ensemble, l'Espagne a vraiment posé des réelles difficultés parce que sa possession est à la fois offensive et défensive. Après, il faut dire ce qui est. Quand l'Argentine prend le carton rouge, techniquement, il ne joue pas à 10, mais il joue à 9. Pourquoi je dis ça? Il joue à 9 parce que quand l'Argentine n'est pas en possession du ballon, Messi ne défend pas. Il n'est pas là pour ça, il fait que de marcher, donc tu défends à 9. Comment tu veux défendre à 9 en finale de Coupe du Monde et quand tu n'as pas la possession face à une équipe aussi huilée que celui de l'Espagne? C'est tout simplement impossible. Et comme Hervé le disait, Messi, il est utile quand tu as le ballon. Malheureusement, pendant tout le match, tu n'avais quasiment pas le ballon, donc tu te retrouves avec un Enzo Fernandez qui avait un abattage physique assez énorme, qui n'est plus là. Messi qui déjà ne défendait pas, mais à 9 va encore moins défendre, donc il va créer encore plus d'espace. Et donc malheureusement, l'équation, elle est insoluble pour l'Argentine. Quand bien même, ils ont quand même failli créer le braquage à la toute fin de match, parce que l'Espagne est tombée dans le piège pendant les 5 dernières minutes de jouer bloc bas. Et donc là, pour le coup, ça donnait l'espace à Messi et à d'autres joueurs de pouvoir centrer, s'appliquer, prendre le temps. Ça leur a donné des corners aussi sur attaque placée. On sait que l'Argentine peut vraiment faire mal là-dessus, mais c'était que pendant 5 minutes. Je pense que si l'Espagne avait fait cette stratégie-là pendant
10-15 minutes, il se serait fait remonter tôt ou tard parce que l'Argentine est spécialiste de cette stratégie-là. Mais l'Espagne a bien géré son temps fort, a bien géré aussi son seul temps faible de 5 minutes. Et finalement, ça leur permet d'arracher la victoire. On a pu craindre quand même aussi le manque d'efficacité des attaquants espagnols. L'échéance qui a longtemps été retardée par le gardien, par Emiliano Martinez. 11 arrêts. Oui, 11 arrêts. Mais effectivement, je pense que l'Espagne a marqué au bon moment. Parce que s'ils avaient marqué deuxième période de prolongation, donc ça fait qu'effectivement le temps, le recul qui est naturel pour n'importe quelle sélection, pour n'importe quelle équipe, quand on mène et qu'on sait que le match est en train de se terminer, les équipes reculent pour préserver le score, c'est normal. Mais là, effectivement, ça a été 5 minutes. Alors que s'ils avaient marqué peut-être en début de prolongation de première mi-temps, effectivement, ça allait être peut-être un peu long et l'Argentine avait une vraie chance de revenir même à 10 contre 11. Mais je trouve que c'est logique. C'est logique ce qui s'est passé. Les Espagnols ne méritaient pas. Franchement, ça aurait été vraiment un braquage s'ils avaient perdu parce qu'ils ont tout fait. Et je trouve que l'Argentine avait l'habitude de subir, mais ne concédait pas autant d'occasions qu'elle a concédé aujourd'hui. 11 tirs cadrés. Donc, c'est quand même... 16 tirs au total, 11 cadrés. Donc, et plus le temps se rapprochait, plus les tirs devenaient précis. Et effectivement, Emiliano Martinez, qui n'a pas été serein au début, a commencé à se chauffer. Et heureusement qu'ils ont marqué parce qu'en tir au but, ça aurait pu être compliqué. C'était à la pièce, comme on dit. Victoire méritée, donc c'est ce qu'on se dit en plateau, c'est ce qu'on se dit en Europe, sans doute du côté de l'équipe espagnole dans le vestiaire espagnol. Je pense qu'on se dit même en Argentine. Justement, on va prendre globaliser le débat. Et de Buenos Aires, aller voir sur le terrain notre correspondante Mathilde Guillaume. Qu'est-ce qu'on dit là-bas justement de cette finale où l'Argentine a quand même été longtemps asphyxiée, s'est procuré très très peu d'occasions pour renverser cette équipe d'Espagne. Oui, ça a encore été un long match avec le cœur au bord des lèvres, vraiment en quasi-crise de tachycardie. Mais pourtant, les Argentins, ils ont cru vraiment jusqu'au dernier moment, jusqu'au coup de sifflet final, parce qu'ils sont habitués à ce réalisme magique, ils sont habitués à la remontada, à Lionel Messi qui débarque et qui sauve le match dans les 5 dernières minutes. Mais cette fois, évidemment, ça n'a pas été suffisant. L'Argentine a été bien en dessous de l'Espagne. Et donc là, évidemment, le sentiment qui prime, c'est la déception. Parce que même si l'Argentine savait que ça allait être un match très, très difficile, même s'ils envisageaient l'Espagne vraiment comme un adversaire un petit peu au-delà de leurs possibilités, et quand même, ils avaient envie d'y croire. Ils avaient envie de croire à cette 4e étoile. Ils avaient envie que Messi gagne pour la 2e fois une Coupe du Monde consécutive. Donc là, je vous disais, c'est la déception en effet. Donc les gens commencent à sortir un petit peu de chez eux, des bars alentours. Je me trouve dans le quartier de San Telmo, qui est un quartier historique dans le centre de la capitale argentine. Et on a vu quelques personnes en pleurs, quelques mines rembrunies. Mais on sent aussi, au-delà de ça, énormément de gratitude pour cette équipe, pour cette sélection, pour la Scaloneta, qui leur a fait vivre des émotions incroyables depuis 6 ans maintenant. Je voyais un homme avec son petit garçon de 12 ans qui me disait que pour les enfants argentins qui sont si fanatiques de foot, ils n'ont connu jusqu'à présent que des victoires. C'est la première défaite. Alors évidemment, le goût de la défaite est dur la première fois. Mais je vous disais, cette gratitude et puis ce bonheur quand même d'avoir vécu des matchs incroyables contre l'Égypte d'abord et puis mercredi dernier contre l'Angleterre en semi-finale. Un match sportivement fou, mais symboliquement aussi extrêmement fort. Ici à Buenos Aires, on l'a célébré presque comme une finale. Voilà, les supporters quand même. Mais donc oui, on a célébré ce match contre l'Angleterre presque comme une finale. Et donc, on me disait que demain, on attend les joueurs de la sélection qui devraient revenir à Buenos Aires, qui devraient repartir prendre l'avion très peu de temps après le match. Et ils seront très nombreux, j'imagine, à Buenos Aires pour venir les accueillir à l'aéroport et pour venir les remercier vraiment de toutes ces émotions qu'on a vécues ici en Argentine.
Merci Mathilde Guillaume en direct de Buenos Aires. C'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment rappelé ces derniers temps, mais l'Argentine, alors est-ce que c'est un coup d'arrêt ce soir? Ils étaient les tenants du titre, vainqueurs de la Copa América. Double vainqueur de la Copa América, absolument. Est-ce qu'on peut dire que c'est un coup d'arrêt ce soir pour cette équipe qui va tourner une page, forcément, la page de Lionel Messi? Oui, c'est un coup d'arrêt, c'est clair, parce que ça faisait sur les 4 dernières compétitions, les 3 dernières compétitions sur lesquelles c'était aligné, ils avaient gagné. Donc, ils ont quand même fait un beau parcours d'arriver en finale. Mais je pense aussi qu'il y a un élément qu'il faudrait forcément prendre en compte, c'est que finalement, le 21e siècle est plutôt européen en ce qui concerne la Coupe du Monde, parce que depuis 2002, il n'y a que l'Argentine, il n'y a qu'en 2022 que l'Amérique du Sud a gagné la Coupe du Monde. Donc, en réalité, l'Europe se rattrape et l'Europe gagne de plus en plus les Coupes du Monde année après année. Et donc là, l'Espagne reprend, on va dire, le rythme habituel. Donc c'est vrai que ça marque un coup d'arrêt, mais cette sélection argentine, de façon générale, a gagné 4 ans d'expérience, par rapport à 2022. Le groupe a de l'expérience, mais n'est pas totalement vieux. Je pense que Lionel Messi, il est irremplaçable, mais l'équipe sait déjà jouer aussi sans lui, puisqu'elle a gagné la dernière Copa América sans lui. Enfin, il est sorti en finale. Donc, je pense que c'est un coup d'arrêt, mais ça ne veut pas dire que ça va redescendre. Moi, je n'utiliserais pas le terme coup d'arrêt, je dirais plutôt une fin de cycle. L'Argentine a été trop longtemps biberonnée à Lionel Messi. Et malheureusement, peut-être qu'à un moment donné, ce sevrage-là, ça ne suffit plus. Donc, ils vont tourner la page avec les honneurs, parce que perdre une finale de Coupe du Monde, c'est pas honteux. Ils n'ont pas pris 4-0, ils ont pris 1-0, certes, dans la douleur. Mais voilà, c'est une page qui se ferme. Lionel Messi va partir peut-être sur cette touche amère, mais finalement, il aura eu une belle histoire avec la sélection argentine. Il a gagné la Copa América, il a gagné la Coupe du Monde. Je pense qu'il lui en fallait pas plus. Là, effectivement, s'il avait gagné une deuxième Coupe du Monde, c'était un bonus auquel il n'aurait pas dit non. Mais cette équipe d'Argentine a déjà une base solide, un entraîneur qui est là depuis longtemps, qui connaît le groupe, qui a beaucoup de jeunes talents. On peut citer Alvarez, Simeone, Enzo Fernandez, McAllister. Donc, c'est pas une équipe qui va être complètement détruite, dispatchée. Non, ils ont un socle qui est très bon. La difficulté, c'est qu'il va falloir apprendre à jouer sans Léo Messi, apprendre à gagner sans le joueur qui peut faire la différence. Parce que quand tu joues avec un joueur tel que Léo Messi, tu peux avoir la fainéantise et la faiblesse d'esprit parfois de te reposer trop sur son talent, et de t'habituer un petit peu au miracle. Donc là, l'Argentine, je pense qu'elle va progresser dans le temps, parce que ça va être une équipe qui va être beaucoup plus soudée, qui va être beaucoup plus compacte, beaucoup plus indépendante et beaucoup plus tributaire du collectif plutôt que d'un joueur. Donc quelque part, c'est une bonne chose. Alors c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, hein. Je dis pas que Messi parte, c'est une bonne chose pour l'Argentine. Je dis juste que l'Argentine a suffisamment essoré le talent de Lionel Messi, il faut le laisser se reposer. Et aujourd'hui, ils vont apprendre à jouer un nouveau football sans lui, avec des joueurs entre guillemets normaux. Désormais, ils n'auront plus la chance d'avoir cet impact player que toutes les autres équipes auraient aimé avoir et qu'ils n'auront jamais. Donc, moi, j'essaie de voir les choses de manière positive pour l'Argentine. Ils perdent face à une équipe d'Espagne qui est très forte. Et d'ailleurs, dans l'historique, on voit que l'Espagne, sur sa première Coupe du Monde en 2010, gagne un peu comme ça. Donc, un but en prolongation d'Andrés Iniesta en 2010. Là, c'est un but de Ferran Torres. Donc, l'Espagne gagne ses 2 Coupes du Monde de la même manière. Mais voilà, il fallait passer par là. Et l'Argentine, je suis certain qu'elle se reconstruira totalement. C'est pour ça que j'ai pas envie de parler de coup d'arrêt, comme s'il fallait tout reconstruire, comme s'il fallait repartir de zéro. Pas du tout. Je pense que c'est juste une équipe qui va mûrir encore un peu plus et qui sera présente aux prochaines échéances. Et puis c'est devenu vraiment le leader pour le coup du sous-continent sud-américain, puisque autant l'Argentine se développe, brille, a des joueurs dans les meilleurs clubs européens, autant le Brésil est dans une phase déclinante. Et on va en parler aussi du Brésil. Et je ne vois pas dans l'immédiat le Brésil remonter. Donc, ça signifie que la prochaine Copa América, ils partent avec encore dans la position de favori. Et puis là, on aura l'occasion de revoir Lautaro Martinez et Alvarez ensemble. Non, je pense pour moi, c'est une équipe qui surtout, de belles années de bail. La retraite de Messi ne veut pas dire la mort de Messi. Il peut être utile dans d'autres configurations, à d'autres postes. Messi peut intégrer le staff de l'Argentine, peut avoir un rôle de conseiller, comme d'autres sélectionneurs
sélections le font avec leurs anciennes gloires. Parce que Messi, l'aura qu'il a dans l'équipe, qu'il soit sur le terrain ou qu'il ne soit pas sur le terrain, l'aura, elle est toujours présente. Donc, si tu le mets dans le staff ou en tant que conseiller technique, ou tu lui trouves un poste, ou dans le vestiaire, il a toujours cet impact, il va conseiller les joueurs, il va les motiver. Qu'il puisse avoir l'envie de prendre un rôle comme ça ? Et pourquoi pas ? Je pense que l'équipe d'Argentine, et même toute l'Argentine, lui donne suffisamment d'amour pour qu'il soit toujours motivé à avoir un rôle. À je sais mon pas avis, si c'est sa personnalité à Lionel Messi peut-être, de prendre ce genre de responsabilité. moi, je pense que c'est vrai qu'on parle beaucoup de personnalité de Messi, on le voit comme quelqu'un de très introverti. Moi, je pense qu'il a vraiment un leadership naturel, comme nous, on pourrait l'avoir avec Zinedine Zidane en France, parce que Zinedine Zidane, si on se base sur sa personnalité, c'est quelqu'un qui parle pas énormément, quelqu'un de très discret, mais pourtant, il sait communiquer la joie de gagner, il sait communiquer la détermination, l'envie, l'abnégation. Je pense que Messi a aussi ça. Donc, ne serait-ce que sa présence, il n'y a même pas forcément besoin du discours, mais le fait de conseiller les attaquants qui vont rester, joue comme ça, pense comme si, les gars, faites-le. Il a tellement une aura qu'il peut transmettre ça. Alors, je ne dis pas forcément en tant que sélectionneur et tout, parce qu'un excellent joueur n'est pas forcément un excellent sélectionneur. On l'a vu avec Maradona, il y a 1 milliard d'exemples. Mais avoir juste peut-être ce rôle d'accompagnateur, que ce soit psychologique, moral, il peut avoir vraiment pour moi un vrai rôle dans cette sélection. Peut-être qu'il n'en aura pas envie, qu'il aura envie de tourner la page du football et qu'il voudra passer à autre chose. Il a des enfants, peut-être d'autres projets. Mais si j'étais moi la fédération argentine, j'essaierai de le garder concerné parce que je sais l'impact qu'il a sur les jeunes garçons dans cette équipe et il peut faire encore beaucoup de bien même s'il n'est plus sur la pelouse. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Lionel Messi, donc, qui va tirer sa révérence en sélection avec cette finale donc, perdue face à l'Espagne ce soir dans le New Jersey. Si on peut revoir les images évidemment de fête en Espagne de ces supporters qui se rassemblent, qui étaient rassemblés pour assister à cette rencontre, à ce deuxième sacre de la Roja, 16 ans après celui décroché en Afrique du Sud. L'Espagne, championne d'Europe en titre, championne du monde, désormais pour la deuxième fois de son histoire. Ils étaient très clairement, on les avait placés parmi les 5 grands favoris de cette Coupe du Monde. Ils n'étaient pas forcément au-dessus de la mêlée par rapport aux autres équipes européennes. Et ici, regardez l'image de Donald Trump accompagné de son meilleur ami Gianni Infantino, deux hommes qui aiment beaucoup s'appeler. Ça a fait scandale dans cette Coupe du Monde. Et le roi d'Espagne également pour la remise des médailles. C'est à peu près la même scène à laquelle on avait assisté pour la Coupe du Monde des clubs l'an dernier. On espère que le président américain ne va pas chipper au passage une médaille comme il avait pu le faire. Lui, il se permet tout. Donc, peut-être qu'il a demandé à son ami d'en avoir une attitrée et qu'il n'a pas besoin d'en voler une, parce qu'il y en a une pour lui. Voilà ces images en direct donc, du MetLife Stadium où vient de se disputer cette finale de Coupe du Monde, cérémonie de clôture donc, avec la remise des médailles. On imagine la tristesse, l'immense déception des Argentins. Je crois qu'ils étaient 50 000 ce soir dans les travées de ce stade du New Jersey. Et donc c'est le président américain qui va remettre les médailles. Et là, c'est aux vainqueurs. Aux vainqueurs, voilà, les Espagnols. Les Espagnols, donc sacrés pour la deuxième fois de leur histoire. Je disais qu'on avait placé parmi les favoris, pas forcément sur le haut de la pile, mais au même rang que l'Angleterre, que la France, peut-être même le Portugal. Ça dit quoi de cette équipe aujourd'hui parce que là, clairement, elle a surclassé en demi-finale la France, hormis ce petit impair lors de leur entrée en lice, ce match nul face au Cap-Vert, ça a été un parcours assez... Oui, mais c'est vraiment un beau champion. Je pense qu'au départ, il y avait vraiment 3 gros favoris avec la France, l'Argentine et l'Espagne. Mais sur la première rencontre contre le Cap-Vert a donné des mauvaises indications parce qu'effectivement, ils avaient confisqué le ballon, mais ils n'avaient jamais été en danger. Ils n'avaient jamais mis en danger le Cap-Vert. Mais il faut dire que leurs 2 joueurs de côté et leurs joueurs capables de faire des différences en 1 contre 1, Yamal et Simone, Nico, ici le portier de l'Espagne. Il est chaleureusement félicité. Donc je disais que oui, donc leurs joueurs de couloir qui sont capables de faire des différences en 1 contre 1 n'étaient pas là, donc ils sont capables d'accélérer. Et au fur et à mesure, l'ami Yamal qui était blessé est revenu dans la partie, ce qui faisait qu'il avait une, cette menace
est revenu et depuis, au fur et à mesure, ils ont eu du mal à trouver aussi leur milieu de terrain parce que Fabien Ruiz a commencé sur le banc. Lui aussi a été longtemps blessé. Et à partir du tour des matchs éliminatoires, Fabien Ruiz est revenu dans l'axe du terrain et c'est Pedri qui est sorti. Et depuis, ils ont D'ailleurs, trouvé... pour la petite statistique sur Fabien Ruiz, Oui. c'est le premier joueur de l'histoire qui n'a jamais connu la défaite en 50 C'est sélections. incroyable. Avec C'est un pays. incroyable. Le Je sais même porte-bonheur pas de comment cette c'est équipe, possible. 50 50 sélections, pas sélections. une défaite. Pas une défaite, C'est 50 incroyable. sélections. Oui, 50. Mais c'est vrai qu'il est arrivé, ils ont stabilisé ce milieu de terrain. Mais je trouve, franchement, je suis très content de revoir Rodri à ce niveau parce qu'après sa blessure, moi j'ai eu personnellement peur qu'il ne retrouve jamais son niveau parce que ce genre d'opération, de blessure, ça peut avoir des expériences. Et puis à City, je l'ai pas trouvé très dominant. Là aujourd'hui, de l'avoir sur cette Coupe du Monde. Il prouve qu'il méritait son ballon d'or en 2024 parce que certains le lui contestaient. C'est un vrai leader technique. C'est quelqu'un qui fluidifie le jeu. C'est vraiment un meneur reculé, mais il est aussi capable de stopper les actions. C'est un vrai milieu défensif. Quand l'équipe n'a pas le ballon, et c'est une forme de meneur reculé quand l'équipe a le ballon, toujours disponible pour les autres, sans faire le geste de trop. Moi, je trouve que c'est des joueurs qui respirent et sentent le football. J'ai la sensation quand même qu'il faut se méfier des équipes qui ratent leur premier match dans le mondial parce que en 2022 l'Argentine avait perdu son premier match contre l'Arabie Saoudite de buts à 1, ça les a pas. En 2010 l'Espagne aussi avait perdu son premier match. Ça arrive souvent. Ah, oui, et donc là l'Espagne qui fait une contre-performance contre le Cap-Vert remporte le tournoi. Donc maintenant pour moi officiellement ça devient un indicateur. Et dès qu'une équipe perd son premier match, une équipe favorite, je vais cocher ma petite case sur mon tableau. Après pour répondre à votre question Benoît sur les favoris, je pense sans trop m'avancer, que la France était très au-dessus du lot en termes de favoris, parce qu'il y avait une armada offensive. Aujourd'hui, si on compare l'effectif joueur par joueur par rapport... Enfin, quand on voit, on voit à quel point elle a été surclassée par cette équipe d'Espagne, est-ce qu'on s'est pas vu un peu trop beau avec l'équipe de France aussi ? Mais évidemment qu'on s'est vu un peu trop beau, mais parce que sur le papier, c'était reluisant, c'était sexy, on peut le dire. Quand on voit aujourd'hui, si on fait un 11 combiné, et encore même là, si l'Espagne est championne du monde, on fait un 11 combiné entre la France et l'Espagne, je suis quasiment persuadé qu'on mettrait plus de joueurs français que de joueurs espagnols. La différence, c'est qu'à un moment donné, le football n'est pas qu'une somme d'individualité, c'est aussi un collectif, une philosophie, et on sait à quel point l'Espagne travaille ça depuis tout petit, c'est-à-dire que dans les centres de formation, que ce soit au Real Madrid, au Barça, à la Real Sociedad, partout. Cette équipe du Barça, c'est l'empreinte du foot espagnol. Oui, exactement. Le football espagnol, dès la plus tendre enfance, est harmonisé. Donc on leur apprend à jouer collectif. On le voit bien, nous en France, par exemple, quand on forme les joueurs, ce qui nous intéresse au départ, c'est d'avoir des joueurs qui soient en avance physiquement, qui soient plus rapides, plus costauds, qui gagnent les duels. Alors forcément, dans les catégories de jeunes, ça vous donne un avantage certain, mais une fois que les joueurs deviennent adultes, l'avantage, il est quand même réduit. L'Espagne ne mise pas d'abord sur les résultats en jeunes, ils misent sur le long terme. Donc ils ont besoin de joueurs qui ont une intelligence de jeu. Ça ne veut pas dire qu'en France, sur on la forme faculté, par exemple, de comprendre un système de jeu. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'en France, on n'est pas attentif à ça, mais c'est vrai qu'en France, on met quand même beaucoup l'accent sur les qualités physiques au départ, et peut-être qu'on passe à côté de certains joueurs. Ça a été le cas d'Antoine Griezmann, qui a dû parfaire sa formation en Espagne, parce qu'en France, on lui reprochait d'être trop petit, trop frêle. Un joueur comme Valbuena a aussi eu beaucoup de mal à trouver un club pour le former, etc. C'est peut-être un peu les limites du système français. Il faut peut-être revoir un peu notre modèle, parce qu'aujourd'hui, en ayant des meilleurs joueurs intrinsèquement que l'Espagne, ils nous ont quand même fait la leçon. Donc, moi, je dis toujours dans le football, il faut s'inspirer de ce qui se fait de mieux. Et l'Espagne, depuis 20 ans, fait ce qui se fait de mieux. Et aujourd'hui, ils l'ont prouvé parce que tous les joueurs se connaissent par cœur, ont la même philosophie. Et finalement, on voit que le physique ne fait pas tout. La tactique est extrêmement importante. Donc, il faut louer cette qualité-là de l'Espagne à réussir à jouer ensemble. Et aujourd'hui, ils l'ont prouvé parce qu'ils arrivent à être champions du monde pour la deuxième fois avec cette philosophie-là. Absolument. Mais je pense qu'effectivement, la différence avec le foot français, c'est que, comme tu l'as dit, c'est que sur l'impact, on fait finalement des joueurs qui individuellement sont meilleurs. Et donc, c'est des joueurs qu'on fait et qu'on vend. En fait, en réalité, la particularité de la formation française, c'est qu'on fabrique des joueurs pour l'export, en fait, pour des joueurs qui sont capables de s'adapter à différents systèmes. Et je pense que l'un des marqueurs même de cette différence culturelle, c'est Laporte, qui est un joueur né en France, qui est parti en Espagne à 15 ans
et qui est détecté parmi les jeunes Espagnols depuis les moins de 18 ans. Et lui, il voulait jouer avec l'équipe de France. Mais effectivement, qui prendrait la porte parmi les défenseurs qu'on a, même aujourd'hui? Et parce qu'il avait ses qualités, c'était quoi? C'était l'anticipation, c'était c'était pas forcément le duel, c'était l'anticipation, la capacité de couper la relance. Et ce qu'on a toujours remarqué chez lui, c'est que pour un joueur d'1m90, c'était très à l'aise avec le ballon. Et donc, en réalité, c'est comme ça que l'Espagne a fait la cour à ce joueur, là où la France ne lui voyait pas d'intérêt. Et il a été sélectionné, il est venu, je crois, 3 fois en sélection. Enfin, il a été sélectionné 3 fois, il est venu 2 fois. Il n'a pas joué. Et là, il est devenu espagnol et aujourd'hui, il est champion d'Europe et champion en battant la France. Après, j'ai pas envie de caricaturer le modèle français en disant on recrute des joueurs bêtes et méchants. Non, c'est pas des joueurs bêtes et méchants, mais c'est des joueurs. C'est une philosophie différente. Voilà, c'est des joueurs qu'on va pouvoir vendre. Donc, alors que l'Espagne, je pense qu'elle a sa capacité à avoir de gros clubs qui peuvent les récupérer, fait que finalement, il y a une cohésion, enfin, une identité commune. Bien sûr, c'est vrai. Après, dans le modèle français, effectivement, on met l'accent sur les côtés athlétiques, le côté technique. En général, les joueurs français sont très fins techniquement. Mais on ne va pas non plus caricaturer et dire que le côté tactique ne compte pas. Il compte, c'est juste qu'il est au second plan. Parce qu'il y a beaucoup ce raccourci qui est fait en disant, voilà, en France, on va prendre des joueurs qui sont costauds, qui sont puissants, qui sont techniquement, qui ont une grosse frappe, qui sont bons de la tête, et ça s'arrête là. C'est plus subtil que ça. C'est simplement qu'on prend aussi des joueurs qui sont très intelligents, parce qu'on les voit dans les centres de formation ou dans les catégories espoirs en équipe de France, des joueurs qui ont toutes ces qualités-là, mais qui n'arrivent pas à passer le cap, qui n'arrivent pas à arriver en sélection A, qui n'arrivent pas à signer pro dans leur club, parce qu'il leur manque cette dimension tactique-là. Et on sait que par exemple le championnat français est un championnat très tactique. Donc en France, on forme aussi des joueurs très intelligents, comme en Espagne. Simplement, il y a certaines catégories de joueurs, quand ils sont plus petits, quand ils n'ont pas tout en fait, on les délaisse. Alors que je pense qu'il faut être patient avec certains types de joueurs quand ils sont petits, ils sont frêles. Il faut quand même leur donner leur chance dans les centres de formation, au même titre que les joueurs qui sont en avance physiquement, pour leur permettre aussi d'arriver au haut niveau et avoir une variété de joueurs. Parce qu'aujourd'hui, le joueur français, c'est un peu du copier-coller à tous les postes. C'est un peu le même profil, etc. Donc, il faudrait trouver cette solution-là pour prendre des joueurs qui seraient peut-être un peu moins performants en équipe de jeunes, mais qui auraient au moins à minima le même potentiel que ces joueurs-là. Et je pense que le football français en serait grandi. Mais si on apprend juste une petite info, là, Leandro Paredes qui a été exclu après la finale pour un violent accrochage avec... Gavi, donc à l'issue de la rencontre, Paredes, lui, il aura tout fait le travers. La signature. Il aura tout fait le travers. Il est rentré. On dirait qu'il est rentré pour régler des comptes parce que déjà, il a pris un carton jaune sur une action où il a poussé un adversaire. En fait, c'était vraiment il est rentré pour ça et c'est. Il a fait l'entrée de déménageur et c'est dommage parce que Paredes, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est un joueur qui est très à l'aise balle au pied, techniquement. C'est un joueur qui est très bon dans le jeu long, qui sait voir le jeu, qui a vraiment une vision panoramique. Ouais. Et malheureusement, il gâche son jeu avec ce déchet dans la personnalité. Même quand il était au Paris Saint-Germain, les échos et les retours qu'on avait, c'est qu'on disait que c'était un bon footballeur. Mais humainement, en tout cas, sur le terrain, c'était quelqu'un qui était exécrable. Et je pense que ça le pollue toute sa carrière et encore aujourd'hui. Et le carton rouge aujourd'hui n'est qu'une conséquence de cette mentalité qu'il a. Et c'est dommage parce que c'est un joueur qui a vraiment, vraiment du ballon, mais cette mentalité-là ne lui a pas permis d'aller plus haut et il restera toujours dans un plafond de verre. Bon, de toute façon, sa carrière est derrière lui parce qu'aujourd'hui, il évolue dans le championnat local. Donc voilà, l'Espagne, championne du monde. Un mot sur les individualités, puisqu'il y a des récompenses aussi individuelles. Kylian Mbappé qui termine meilleur buteur de cette Coupe du Monde devant Lionel Messi et Michael Olise qui termine meilleur passeur de cette Coupe du Monde. Voilà pour le petit point cocorico. Et il y a de quoi être frustré quand même. Oui, bien sûr. Quand la France a le meilleur buteur et le meilleur passeur. Et ce qui atténue un petit peu notre déception aussi, c'est d'avoir été battu par, on le savait déjà, meilleur que les Bleus en demi-finale et par le. Non, mais je ne sais pas si ça atténue vraiment la déception parce qu'on s'est vu tellement beau et la manière, franchement, c'est. En fait, l'équipe de France aurait perdu. Comme l'Argentine aujourd'hui, c'est-à-dire à l'issue d'un match indécis, ou même où l'équipe aurait été dominée, je pense que ça aurait fait moins mal que ce non-match où on a eu le sentiment d'avoir été dominé de la tête et des épaules. Et c'est ça, je pense que le but pris très tôt, le penalty finalement, qui a changé, parce que dès cet instant, l'Espagne avait la capacité de conserver le ballon. Et comme nos 4 offensifs étaient
Aujourd'hui, l'Argentine fait l'inverse, d'attendre. Nos cartes offensives étaient éliminées dès la première passe. Donc, c'est vrai que ça a été très, très dur. Je ne sais pas si ça... Que l'Espagne soit championne, je ne sais pas si ça me console. Non, ça console pas, mais ça permet de se rassurer un peu en disant bon, au moins on a perdu contre l'équipe la plus forte du tournoi. C'est psychologique, mais je pense pas que les joueurs de l'équipe de France se disent oh bah super, on a quand même perdu contre les vainqueurs. Ça reste des compétiteurs, ça reste effectivement frustrant. Et comme le disait très bien Hervé, ce qui est le plus frustrant, c'est le non-match. Et d'ailleurs, Ryan Cherki le disait, ils n'ont pas perdu contre l'Espagne, ils ont perdu contre eux-mêmes. Parce que ça manquait de lien entre le milieu de terrain qui était sous-représenté par rapport au milieu de l'Espagne et le quatuor offensif qui n'a jamais su se connecter au reste de l'équipe. Et face à une équipe comme l'Espagne, ça se paye cash. Comme l'a dit Hervé, si le scénario du match était un match beaucoup plus serré et que l'équipe de France perdait avec 1-0 sur une action individuelle, bon, on peut se dire que le match ne s'est pas joué à grand-chose. Sauf que là, je pense que l'équipe de France aurait pu jouer jusqu'au lendemain, aurait pu jouer 48 heures, que l'équipe de France n'aurait jamais gagné ce match-là. Et c'est ça qui est frustrant, parce que quand tu vois les talents, les individualités qu'il y a en équipe de France, bah en vrai, ça peut te rendre en colère quand même de dire que tu n'as pas existé. Et moi, je pense que c'est ça qui restera en travers de la gorge de l'équipe de France. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Le meilleur buteur, c'est Kylian Mbappé, c'est le Français. Et le meilleur passeur, c'est Michael Olise, c'est le Français. Donc tu te dis que tu as le meilleur buteur et tu as le meilleur passeur de la compétition et tu as le ballon d'or en titre. Et derrière, tu arrives à pondre un match où on te fait passer pour une équipe de seconde zone. Ce que l'équipe de France n'est évidemment pas. Donc, à un moment donné, c'est très difficile à avaler. Et on va retourner, messieurs, tout de suite à Madrid, rejoindre notre correspondante sur place. Dans un instant, on va plutôt aller à New York. Alors dans ce cas-là, avec Cédric. Cédric, vous avez suivi les Bleus pendant toute la durée de cette fan est partie. Coupe du Monde. Oui, vous allez voir, une fois qu'il va parler, en général, c'est ce qui se passe. Ils arrivent. Cédric, vous avez suivi ces Bleus et ces Bleus qui ont dit au revoir à leur sélectionneur. Didier Deschamps qui a donc quitté ses fonctions, qui va les quitter, je ne sais pas exactement quand termine son contrat, mais c'est terminé après 14 ans à la tête des Bleus. C'est un chapitre qui se termine donc pour cette équipe de France. Oui, une très longue page qui va se tourner pour les Bleus. C'était le 185e et dernier match de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Et le plus douloureux finalement, c'est qu'il s'en va avec 2 défaites consécutives. La demi-finale perdue contre l'Espagne et le match pour la 3e place perdu 6-4 contre l'Angleterre. Malgré tout, là, à l'heure du bilan, il faut quand même retenir le positif, c'est-à-dire que c'est le plus grand sélectionneur de l'histoire des Bleus. On rappelle le titre en 2018, le titre mondial, la finale de l'Euro 2016, la finale de la Coupe du Monde 2022 perdue au tir au but contre l'Argentine. Donc le scénario aurait pu être aussi différent à la fin de l'histoire. On rappelle aussi la victoire en Ligue des Nations, même si c'est pas un trophée prestigieux, ça compte tout de même dans le palmarès. Il laissera une trace profonde, notamment pour l'image et son exigence, sa discipline qui a été instaurée après l'épisode de Naïsna et lorsqu'il a pris la relève de Laurent Blanc en 2012. Kylian Mbappé d'ailleurs lui avait rendu hommage avant le match samedi, un hommage poignant sur les réseaux sociaux. Après, le capitaine des Bleus n'a pas forcément rendu sur le terrain au terme de la première période dont on a déjà longuement parlé contre l'Angleterre, assez décevante. Mais aujourd'hui, les images se multiplient en faveur de Didier Deschamps et c'est plutôt mérité vu son parcours à la tête des Bleus. On sait déjà que c'est Zinedine Zidane qui va prendre la relève. Ce n'est pas encore officiel, mais ce n'est plus qu'une histoire de quelques jours. Donc l'héritage de Zinedine Zidane va être lourd à porter. Après, heureusement pour lui, c'est une personnalité aimée de tous les Français, aimée de tous et qui est quasiment intouchable en France. Donc il aura tout de même un crédit, on va dire, lorsqu'il va reprendre l'équipe de France. Il va être épargné par les critiques pendant un bon bout de temps. Ensuite, évidemment, il faudra obtenir des résultats, car comme vous l'avez dit, la génération des Bleus actuelle est pétrie de talent, surtout en attaque. Il y a encore de nombreuses compétitions à venir pour les Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé encore, et la relève qui est incarnée notamment par Ryan Cherki. Donc l'effectif des Bleus, il ne faut pas trop le dénigrer et pas rester sur cette impression délivrée contre l'Espagne et face à l'Angleterre. Il y a encore quand même une équipe très solide qui sera favorite pour la prochaine grande compétition, c'est-à-dire l'Euro 2028. Merci Cédric de Times Square à Madrid, puisqu'on vous rejoint, Maud Petit-Jovet, avec un supporter qui est à vos côtés, je crois, Maud, pour recueillir donc ces impressions et cette ambiance autour de vous après
ce deuxième sacre, eh bien, c'est une supporter de l'Aurora. Oui, exactement. On voulait avoir des témoignages, bien sûr, de ces supporters qui ont suivi le match de près. Et hola, ¿qué tal? Je vais vous le traduire directement. ¿Qué tal este partido de esta noche? ¿Cómo lo viviste? Comment est-ce que vous avez vécu cette finale de Coupe du Monde? Increíble, demasiado tenso, pero súper increíble. Ça a été très intense, mais ça a été incroyable. ¿Qué es lo que más te gustó en este partido de La Roja? ¿Qué te gustó más? Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans cette finale de la Coupe du Monde? A pesar de que eliminaron los goles, igual ganamos. Même si les goals ont été... ¿Qué dicho? Ah, claro, que heureusement qu'il y a eu les buts et que Ferran a pu faire ce but pendant les prolongations. ¿Esperabas esto de Ferran, de hacer este gol y entonces llevaros a esta finale? Est-ce que vous espériez de Ferran qu'il vous emmène jusqu'à la finale et à la victoire ce soir? La gente no le tenía fe, yo sí le tenía fe. Yo le tenía fe a Ferran. Tout le monde n'était pas pour Ferran, mais elle, depuis le début, elle y croyait. Et comme beaucoup de supporters maintenant, ils vont faire la fête. Demain, c'est les joueurs qui vont rentrer directement. Ils arriveront à midi et ils rencontreront d'abord le roi et la reine, puis Pedro Sanchez et tous les supporters, bien sûr, qui seront présents pour fêter leur retour en Espagne. Merci Maud Petit-Jevet, vous étiez en direct depuis Madrid et nous aussi sur France 24. Demain, on suivra le retour de cette Aurora qui va célébrer, on le sait, dans les rues de la ville. Donc cette deuxième étoile sur le maillot espagnol. L'heure du bilan, il en parlait justement Cédric avec les Bleus. L'heure du bilan un peu plus global, cette Coupe du Monde élargie donc à 48 équipes sur 3 pays pour la première fois de son histoire. On en retient quoi justement de cet élargissement, peut-être de ce déséquilibre qu'il y a pu y avoir entre certaines nations? Ce que j'en retiens déjà, premièrement, c'est que les matchs n'ont pas été dispatchés de manière équitable. Et je trouve ça un peu dommage. La plupart des matchs étaient centralisés aux États-Unis et ça n'a pas vraiment mis à l'honneur le Canada et le Mexique qui a pu bénéficier de cette exposition-là. Quand on a vu, par exemple, l'ambiance qu'il y avait au Mexique, je pense que ça aurait été... Angleterre-Mexique. Ouais, mais je pense que ça aurait été tout naturel qu'il y ait plus de matchs au Mexique parce qu'il y a une vraie ferveur, c'est un vrai pays de foot. Et le Mexique a récupéré quelques miettes. Pareil pour le Canada. Ils avaient eu le match d'ouverture. Ils ont eu le match d'ouverture, mais bon, c'est un petit lot de consolation, histoire de dire. Mais je pense qu'ils auraient pu avoir quand même beaucoup plus de matchs et beaucoup plus de matchs aussi au Canada. Je pense aussi que le Mexique, légitimement, doit jouer tous ses matchs au Mexique et le Canada aurait dû jouer légitimement tous ses matchs au Canada, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs pour le Canada. Donc, c'est des petits correctifs qu'il faut avoir. C'est pas facile de pouvoir organiser une compétition sur 3 pays différents, surtout des pays de cette taille-là. Donc, ça, c'est peut-être la première marge de progression qu'on peut avoir. Ensuite, sur l'élargissement à 48 équipes, moi, je trouve que c'est une bonne chose et je vais même aller plus loin. Moi, je suis favorable à ce qu'on élargisse même à 64 équipes. Je vais vous expliquer. Vous inquiétez pas, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Mais moi, j'y suis favorable pas pour les mêmes raisons que la FIFA. La FIFA veut le faire pour des raisons pécuniaires, disons. Bien sûr. Moi, c'est plutôt différent. Je pense que ça permet à plusieurs fédérations d'avoir une exposition médiatique et footballistique à l'international. Ils vont bénéficier aussi des dotations de la FIFA grâce à la participation à la Coupe du Monde et ça va permettre au football de se développer localement dans plein de pays. C'est vrai que nous, quand on pense à la Coupe du Monde à 48 ou à 64, on se dit que ça fait beaucoup de matchs gnangnan, des matchs pas très intéressants. Sous le prisme français ou espagnol ou anglais, c'est très facile de penser ça parce que nos équipes nationales respectives sont tout le temps à la Coupe du Monde. Donc on vit la Coupe du Monde comme étant des parties prenantes, on vibre, etc. Il faut savoir que dans ces pays-là, ils voient la Coupe du Monde comme étant une compétition extérieure où ils n'ont aucun affect. Ils supportent les grandes nations, bien sûr, c'est sympa, c'est folklorique, mais aujourd'hui, quand ces équipes-là vont pouvoir supporter leur équipe nationale, bah déjà dans leur pays, ça va motiver beaucoup de gamins à s'inscrire au football pour avoir la chance un jour de représenter leur pays dans une compétition. Donc ça va améliorer le football local, ça va permettre aussi à un pays d'avoir une exposition. Aujourd'hui, c'était le Cap-Vert qui en a bénéficié. Tout le monde avant la compétition aurait pu dire ouais, qu'est-ce que le Cap-Vert fait à la Coupe du Monde? Et ben on a vu. Voilà, j'allais parler de Curaçao. Il y en a plein qui savaient même pas que ce pays existait. Et aujourd'hui, même moi, j'ai envie d'aller en vacances à Curaçao. Bon, je précise que je connaissais le pays avant la Coupe du Monde quand même. Minimum de culture générale. Mais
ça n'empêche que ça a permis à pas mal d'équipes de se révéler. D'ailleurs, on peut même prendre l'exemple du Maroc avant la Coupe du Monde 2022. C'était pas une nation qui était attendue à la Coupe du Monde. Et on voit que la Coupe du Monde a permis au Maroc de changer littéralement de dimension. Et donc, cette fois-là, c'était le Maroc, mais ça peut être d'autres pays. Donc moi, je suis absolument favorable à ce que la Coupe du Monde s'élargisse pour qu'un maximum de gens se sentent concernés par cette compétition-là. Donc, il faut le faire progressivement. Aujourd'hui, c'était un premier test. Il y aura la Coupe du Monde 2030 qui sera à 48, voire peut-être 64. À voir Qui comment sera ça... organisé à cheval sur 3 continents. Et dans Qui sera exactement ça. Ça commence en Amérique latine et qui se termine entre Portugal, Espagne et Maroc. C'est une configuration qui est assez particulière parce que pour expliquer pourquoi c'est le cas, il y avait la candidature de l'Uruguay avec, il me semble que c'était le Paraguay et c'est qui le troisième ? L'Argentine. Parce que c'était le centenario. La première Coupe du Monde s'est passée en Uruguay en 1930. Sauf que la candidature de ces pays-là était plus faible que celle proposée par l'Espagne, Portugal, Portugal, Maroc. Et donc, pour contenter tout le monde, ils ont décidé de faire des matchs symboliques on contente beaucoup de monde. À des milliers de kilomètres et puis de revenir en Europe et en Afrique. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Je pense qu'il fallait peut-être faire un choix, tout simplement. Soit donner la Coupe du Monde au centenario, et c'était un choix qui se légitimait, ou soit le donner à la candidature entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc, avec cette Coupe du Monde qui revient 20 ans plus tard en terre africaine. D'ailleurs, peut-être que la finale se jouera au Maroc. Elle se dispute actuellement entre l'Espagne et le Maroc. D'ailleurs, l'Espagne, en gagnant la Coupe du Monde, vient de gagner un peu d'influence dans le choix, avec en plus le Bernabéu qui Mais il y aura un très beau stade au Maroc. Mais c'est vrai que le Maroc construit un stade spécifiquement pour la finale avec plus de 100 000 places. Et c'est vrai que pour la symbolique, après 2010, que la finale revienne sur le continent africain en 2030, après tous les efforts que le Maroc a fait, ce serait plutôt magnifique. Et après, en 2034, on reviendra à une candidature unique, chose qui n'arrivera quasiment plus maintenant, parce que tellement de pays veulent organiser la Coupe du Monde que pour contenter tout le monde, on essaie de faire des packages. Avec 64 équipes, c'est très difficile à organiser et c'est très coûteux aussi. Ça veut dire que 64 équipes, on n'aura plus un seul pays organisateur. Non, ça n'existera quasiment plus. Voilà, ce seront des Coupes du Monde qui seront co-organisées entre plusieurs pays. Le bilan carbone, on en parlera encore une fois. Mais au moins, j'espère que... Avec 64 nations de on avait les stades climatisés, on a des éléments. Donc, non, je pense que c'est vrai que la Coupe du Monde a changé. Sur cette compétition, déjà, vraiment la chose, le format 48 est un peu comme le format 24. C'est un format qui est très, très compliqué parce que le premier tour, désolé. Sur une éternité. Oui, mais pour éliminer trop peu de gens. Donc, trop peu d'équipes. Après, c'est mieux pour la phase de récupération aussi, quelque part, que les matchs soient très espacés pour. Oui, mais c'est une première partie, parce qu'en réalité, il y a une phase très longue pendant laquelle ils ont du temps de récupération, et après, une fois que la phase éliminatoire, ça s'enchaîne très vite. Après, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y ait très peu d'équipes éliminées. Je pense que, par exemple, les meilleurs troisièmes devraient faire un barrage entre eux pour savoir qui reste, qui part pas, et que ceux qui arrivent premier ou deuxième soient directement qualifiés au tour suivant. Ça peut être une piste de réflexion. Oui, ça peut être une piste de réflexion. C'est vrai que c'était un format qui est assez compliqué. Et puis, en dehors de ça, je pense que le plus dur a été pendant cette compétition, tous les changements que le football est en train de connaître. Voilà. Messieurs, ça a été un plaisir d'échanger avec vous dans ces éditions spéciales tout au long de la Coupe du Monde. Des visages, évidemment, que vous retrouverez prochainement sur l'antenne de France 24. Merci aux équipes qui étaient aux États-Unis pendant toute cette Coupe du Monde. Et en particulier, un grand merci à Cédric Ferreira qui a beaucoup alimenté l'antenne Franco, mais tous les autres envoyés spéciaux. Chapeau pour votre travail à tous. Voilà, l'Espagne, donc championne du monde pour la deuxième fois de son histoire au terme de la prolongation. Et ça passe pas donc pour Lionel Messi. L'Argentine battue par cette Aurora, l'équipe d'Espagne qui sera de retour au pays ce lundi. Et c'est évidemment des festivités que vous pourrez suivre sur les antennes de France 24. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'info se poursuit toute la nuit sur les antennes de France 24.